Bonjour à tous, vous êtes sur We Have a Dream. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Loan Chengfeng. Loan Chengfeng, c'est une amie. Elle est disciple de Thich Nhat Hanh comme moi. On s'est rencontrés au village des Pruniers. Elle a la particularité d'être taoïste. Elle est étudiante en médecine chinoise. Elle est acupunctrice diplômée. Et pendant 9 ans, elle a vécu dans un temple en Chine, la vie traditionnelle des taoïstes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Loan, ton parcours assez extraordinaire en immersion totale dans le taoïsme? Alors, ce que je peux vous raconter, c'est la vie quotidienne dans mon temple, pour commencer, parce que ça donne une petite idée. Déjà, c'est un temple qui est dans les montagnes Wudang. Les montagnes Wudang, c'est une chaîne de montagnes dans le centre de la Chine, qui est réputée pour être le berceau des arts martiaux internes et des pratiques taoïstes. Donc nous, on est un petit temple perché en haut d'une des montagnes de cette chaîne de montagnes qui comporte 72 pics, et c'est le temple des 5 immortels en haut de la montagne du Cheval Blanc. Voilà. Après une journée typique, pour nous, ça commence avant l'aube, donc avant que le soleil est levé à l'horizon. Donc bon, on se réveille, on se lave le visage, on boit une tasse d'eau chaude. Généralement, moi, ma journée typique commence par presque 1 heure de cérémonie. Ça veut dire en fait qu'on va entrer dans les hôtels, on va faire des offrandes et on va avoir 1 heure de chant et de récitation d'écriture qui sont des incantations et aussi des guides de pratique, donc des guides de méditation et une façon en fait de purifier et de mettre du pouvoir en fait dans l'espace et en soi-même et dans son propre champ énergétique. Puis après ça, donc toujours juste avant que le soleil se lève, on court pour activer le chi et le sang et faire circuler tout à l'intérieur du corps. Donc jusqu'au sommet de la montagne, ça prend peut-être une dizaine de minutes et ça monte bien. Voilà. Après ça, on a une pratique de Qigong de 1 heure, 1 heure et demie avec le soleil levant, où on va vraiment se connecter avec l'énergie yang vraiment puissante du soleil qui se lève et faire circuler cette énergie à l'intérieur du corps, à l'intérieur du champ énergétique pour établir quelque chose de vraiment stable et solide. Après ça, généralement, c'est l'heure du petit déjeuner, généralement des nouilles et puis du chou, ou bien d'autres légumes, des nouilles et des légumes. Puis c'est l'heure de préparer le temple, donc on va nettoyer, balayer, préparer tout l'espace. Et puis généralement, les premiers pèlerins, on peut dire, ou les premières personnes qui viennent pour faire des prières, offrir de l'encens ou se recueillir vont arriver. Dans la matinée, on prend en général environ 3 heures de pratique physique, donc d'entraînement physique du Kung Fu. Ça peut être du taiji, ça peut être du bagua-zhang, ça peut être de l'épée, ça peut être juste des mouvements basiques de Kung Fu. C'est de l'entraînement physique généralement de haute intensité. Après ça, vers midi, c'est l'heure du déjeuner. Encore du riz, des légumes. On est végétarien. La nourriture est très claire. Donc, en fait, déjà là, à midi, vous avez déjà eu 7 heures de vie active derrière vous, à peu près, quoi. De avant l'aube jusqu'à midi. Oui, tu peux compter ça. On se lève vers 5 heures, en effet. Donc, direct, vous vous levez, cérémonie d'1 heure. Ensuite, on court. Oui. Donc, vous faites une bonne course pour bien vous réveiller. Vous faites toutes les marches. Vous arrivez en haut, vous faites du Qigong pour accueillir le soleil. Oui. Ensuite, petit-déj. 3 heures d'arts martiaux, un peu de ménage entre deux. Donc c'est quand même une vie extrêmement physique quand même. C'est intense, mais en fait, déjà l'énergie du matin, c'est l'énergie qui est vraiment où toute l'énergie s'élève en fait, tout le yang chi, toute l'énergie yang s'élève. Donc c'est un moment où être actif est vraiment bénéfique. Et c'est assez naturel en fait, c'est un peu comme le printemps de la journée. En fait, vous suivez les cycles oui, du temps. naturels. En fait, le cycle naturel du temps et du coup de la circulation de l'énergie dans la nature, sur la planète et dans l'être humain en harmonie. Donc ensuite, après le repas. Donc après le repas, en général, il y a un moment de repos, de temps personnel. Donc il y a des personnes qui se reposent, des personnes qui s'occupent de leur lessive, de leur lecture, enfin peu importe, temps personnel. Puis de peut-être 2 heures. Puis l'après-midi, on va enchaîner généralement par une période d'études et de pratique. Donc ça peut être d'études de la médecine, donc de théorie de la médecine et de pratique de méthodes de médecine. On peut soigner des gens, on peut fabriquer des médecines, des pilules, des emplâtres, des décoctions, des alcools. Ou bien ça va être une étude de pratique par rapport à la méditation ou à la culture de soi et la culture de l'énergie. Donc là, on peut se plonger dans toutes les grandes écritures du canon taoïste et puis essayer de les comprendre. Voilà, ou parfois on a à nouveau une séance d'entraînement physique.
mais c'est l'activité de l'après-midi. Souvent aussi, l'après-midi ou avant ce moment de pratique, on va avoir un autre moment de travail, où là, on va aller s'occuper de notre jardin, potager, ou de construire quelque chose, de réparer quelque chose dans le temple. Donc là, c'est vraiment purement du travail pour entretenir la structure. Donc puis le soir, avant le dîner, on a une deuxième cérémonie, qui est la cérémonie du crépuscule, où on va encore avoir 3/4 d'heure de chant et d'invocation, où on va un peu rassembler toute l'énergie qui a été déployée dans le temple dans la journée, la nettoyer, la purifier, la stabiliser pour accueillir la nuit et tout ce qui vit dans le monde invisible. Puis c'est l'heure du dîner, et après le dîner, c'est juste la méditation assise et le repos. Voilà. Donc il y a vraiment une prise en charge holistique de l'être humain, c'est-à-dire vous entraînez à la fois le corps, l'esprit, tout en essayant de s'harmoniser un maximum avec la nature, les rythmes de la nature. Oui. C'est vraiment en fait une spécificité de tous les arts et de toute la connaissance taoïste qui ont été construites au fil des siècles. C'est qu'à la base, il y a une recherche en fait de compréhension du cosmos et des grandes lois cosmiques qui sont reflétées dans le microcosme qui est l'être humain. Et à partir de là, on a toute une palette de connaissances qui va se déployer, de la médecine à l'astrologie, à la lecture de la destinée, à beaucoup de connaissances en fin de compte, et aussi beaucoup de pratiques pour pouvoir en effet harmoniser l'être humain non seulement au rythme naturel cosmique, mais aussi pour parvenir à cette quête qui est le retour à l'ultime, que voilà, on appelle le Tao parce qu'on ne peut pas l'appeler. Au cours de ces 9 ans, une transformation intérieure évidemment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé dans le temple, comment le temple t'a transformé? Et je sais que petit à petit, tu as pris des responsabilités, tu es devenue toi-même encadrante, tu es devenue bilingue en chinois, tu as passé des diplômes et tu suis des études. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce processus? Alors moi, avant d'arriver au temple, professionnellement, j'étais coordinatrice de projet pour organisation humanitaire et de solidarité internationale. Donc quand j'étais plus jeune, j'étais très engagée sur des terrains de guerre et auprès des femmes. Notamment, j'ai travaillé plusieurs années auprès des personnes prostituées. Donc j'étais vraiment dans une recherche de sens et de changement. Et en fait, d'être vraiment corps et âme engagée dans l'action dans ce sens-là, ça m'a vraiment amené à une réflexion intérieure de qu'est-ce qui permet le changement le plus profond pour cette planète et pour l'humanité. Et naturellement, en fait, je me suis retrouvée sur la voie de la spiritualité. Au début, beaucoup dans le bouddhisme avec la méditation et puis avec le soin énergétique et avec toutes les méthodes de guérison orientale. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, en fait, d'une rencontre à l'autre, j'ai rencontré la personne qui m'a présenté à mon maître en Chine et qui a fait que j'ai été invitée à venir au temple au tout début, en fait, de sa reconstruction. À partir de là, j'ai commencé à étudier avec mon maître, donc les arts martiaux, la médecine chinoise taoïste, la cosmologie taoïste, le I Ching, le Feng Shui, toutes les méthodes de méditation aussi et de transformation de l'énergie. Et puis petit à petit, en effet, je me suis plus immergée dans toutes ces pratiques, tous ces arts. J'ai donc appris le chinois. Je suis devenue l'assistante en fait de mon maître, sa traductrice. Je suis devenue enseignante, donc j'ai commencé à enseigner plus les niveaux débutants et intermédiaires. Et puis ben voilà. Et en fait, après forcément c'est quelque chose qui te transforme au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu apprends une pratique, tu apprends un art, et en fait tu deviens toi-même un laboratoire d'expérience. Je pense que c'est un chemin où il faut vouloir faire ça, il faut vouloir prendre sa vie et devenir soi-même le laboratoire d'expérience et vouloir être vraiment en quête en fait de transformation, de sens, de changement de l'intérieur. Donc après tu prends chacune des pratiques, tu l'appliques à toi-même et c'est là que tu apprends ce que ça fait. Par exemple, un petit exemple, moi quand je suis arrivée au temple, j'étais pas tellement intéressée par les arts martiaux, surtout les arts martiaux vraiment yang, de haute intensité, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. J'étais beaucoup plus dans la contemplation, j'étais beaucoup plus dans le soin. Et puis, au début, c'était très difficile. Pour moi, c'était difficile de m'entraîner des heures et des heures par jour, en coup de pied, en coup de poing, à faire des formes, vraiment dans le physique d'une façon très intense. Et au début, en plus, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Ce qui rendait le truc encore plus difficile.
Mais j'ai eu quelques conversations avec mon maître à ce propos, puis j'ai persévéré. Et en fait, c'est au fil du temps et au fil des années que j'ai vu comment ça me transformait, qu'est-ce que ça faisait, pas uniquement à mon corps, qui bien sûr devenait plus solide, en meilleure santé, plus résistant, mais aussi à mon mental, à mon émotionnel et à toute ma structure en fait, en tant qu'être, pour pouvoir devenir un container beaucoup plus efficient pour une fréquence d'énergie plus haute, plus rapide et plus puissante. Et qu'en fait, il s'agissait bien d'une base à construire, même si au début, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de faire. Donc, il y a beaucoup de pratiques comme ça où on comprend au fur et à mesure, en fait, comment elles nous transforment. Et si on parlait maintenant du taoïsme et donc de cette immersion comme d'un outil de guérison. Par exemple, imaginons qu'on parle vraiment à des occidentaux qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment le taoïsme voit la guérison et nous donner peut-être des exemples de l'action thérapeutique qui, je sais, est très puissante de cette façon de vivre? Alors la question c'est qu'est-ce que c'est que la maladie et en fait, et comment on guérit? C'est-à-dire que dans l'être humain, je pense qu'il y a un potentiel de plénitude et d'harmonie. Ensuite, quand on observe le corps physique, en fait, le corps physique, c'est la dimension de vibration de l'être humain qui est la plus lente et qui est la plus basse. C'est pour ça qu'elle est matérialisée au niveau physique. Après, à partir si on commence à remonter un petit peu en vibration un peu moins lente, un peu moins basse, un peu moins dense, on va avoir tout l'émotionnel. Puis on va avoir vraiment le mental, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre des pensées. Puis enfin le spirituel, qui est de l'ordre de l'esprit pur. Et en fait, une fois qu'une maladie elle est manifestée dans le corps physique, c'est qu'il y a déjà des déséquilibres qui ont été installés depuis longtemps dans le niveau émotionnel, le niveau mental et le niveau spirituel. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des personnes qui vivent des expériences de guérison presque immédiates, si en fait il se passe une transformation de leur être au niveau spirituel, où elles s'ouvrent d'un seul coup et elles retrouvent leur plénitude. À ce moment-là, l'énergie descend et la plénitude et l'harmonie est retrouvée même au niveau du corps physique. Après, ça c'est des expériences qui peuvent arriver, mais qui sont aussi rares. Donc c'est toujours aussi possible d'entrer dans un processus de guérison en travaillant sur tous les niveaux de l'être humain à la fois. Donc en harmonisant l'émotionnel de la personne, en harmonisant son mental et en travaillant aussi sur le corps physique. C'est-à-dire que tous ces niveaux sont des portes d'entrée pour retrouver la plénitude de la personne. Et après, à partir de là, en fait, dans le taoïsme, il y a des dizaines de méthodes, des dizaines et des dizaines de méthodes pour, en fait, activer des leviers à tous ces différents niveaux de l'être. Et il va en fait s'agir, le vrai art de la guérison, c'est qu'il va s'agir de trouver quel est le levier qui va fonctionner pour cette personne en fonction de son histoire. Et est-ce qu'elle est prête à l'activer? Et est-ce qu'elle est prête à guérir? Et à partir de là, il suffit juste de mettre les choses en place, de laisser la personne aussi s'engager sur sa propre voie de guérison, mettre en œuvre les pratiques elle-même, et une guérison est toujours possible. Même de maladies prétendument incurables, en fait. Ça, j'ai vu beaucoup d'histoires de guérison de maladies prétendument incurables par la médecine occidentale au temple, par des méthodes parfois très ésotériques, parfois d'entraînement physique, parfois purement de médecine chinoise, comme l'acupuncture et les plantes, généralement une combinaison de tout ça. Donc les possibilités sont infinies, en fait. Qui est que chaque personne porte en elle l'empreinte de sa propre plénitude et de sa propre harmonie. Donc c'est quelque chose qu'il est toujours possible de restaurer. C'est clair? Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux raconter un exemple de guérison ou... Par exemple, moi j'ai vu des personnes arriver au temple avec des maladies qui avaient été diagnostiquées comme incurables par la médecine occidentale, comme la maladie de Lyme, comme des problèmes de thyroïde, comme la maladie d'Hashimoto ou de l'hypothyroïdie, ou en fait j'ai beaucoup d'autres exemples, et puis qui se sont entrés déjà dans la vie du temple. Donc déjà, ça c'est déjà un élément important, parce que la personne en fait s'extrait de son environnement quotidien, et arrive dans un autre environnement où elle n'est plus dans les mêmes interactions sociales, elle n'est plus dans les mêmes soucis.
Et elle peut laisser de côté un peu toute cette ancienne identité. Et à partir de là, en fait, mon maître généralement va encadrer les personnes en leur donnant des prescriptions qui vont être adaptées à leur personnalité, à leur construction psychique, émotionnelle, spirituelle et aux obstructions qui sont manifestées par cette maladie. Mais uniquement au moment où les personnes vont être vraiment ouvertes et prêtes à entrer dans ce processus. Après, sur un processus de guérison, moi, mon ressenti, c'est que l'élément le plus important, ça va être le lâcher-prise. Ça va être le moment où la personne accepte de plus être la personne qu'elle pense qu'elle est. Ça va être le moment où la personne accepte d'être sans histoire, de devenir sans passé, et du coup de devenir libre. Généralement, si ça peut arriver, tout est possible. Même en phase terminale, même dans des situations vraiment compliquées. Tout est possible en un instant, en réalité. Après, pour en arriver là, où il y a beaucoup de leviers qui sont possibles. Moi, j'ai vu des personnes guérir juste avec de l'entraînement, avec 8 heures d'entraînement par jour, d'un entraînement très très physique, de très haute intensité, beaucoup de transpiration, beaucoup de détoxination. Et beaucoup de retour dans le corps, en fait, d'ancrage dans le corps physique. J'ai vu des personnes guérir avec un mélange, en fait, d'entraînement physique, de méditation, de méthodes psychiques, avec, comme par exemple d'utilisation de la musique, ou alors d'invocation de certains champs énergétiques, puis un petit peu de médecine chinoise classique, disons, par exemple des prescriptions de médecine herbale ou des séances d'acupuncture. Donc souvent, ce qui marche bien, c'est un petit peu un mélange de tout ça, c'est-à-dire quelque chose qui va activer des leviers au niveau du plan physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel. Mais il faut toujours que la personne en fait soit prête à s'engager elle-même dans son processus de guérison, parce qu'en fait, c'est une transformation. Ouais, c'est beau cette histoire qu'en fait il faut lâcher, qu'en fait quelque part c'est pas nous qui sommes malades, c'est notre passé. Oui. C'est le personnage. C'est ça, c'est le personnage et c'est l'identification à quelque chose qui n'existe plus en fait dans la réalité immédiate de ce qui est juste maintenant dans l'incité. Donc Loane, après tout ce parcours holistique, d'immersion totale dans le taoïsme, tu as aussi passé un diplôme universitaire en Chine d'acupunctrice et tu fais des études universitaires de médecin chinois à côté de ta formation en immersion totale dans le background taoïste. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es maintenant ? Alors maintenant, comme tu viens de le dire, déjà bien sûr je continue à pratiquer et à approfondir en fait ma compréhension des pratiques et leur usage. Je continue à vivre au temple et donc aussi à y enseigner, à traduire et à participer à l'énergie collective là-bas. Je commence aussi à enseigner plus à l'extérieur du temple où en fait après de nombreuses requêtes, quelque part, le mouvement me porte maintenant vers l'extérieur à partager certaines des pratiques, à encadrer des cours et à transmettre les enseignements dans d'autres endroits du monde, dans certains cadres, et aussi à soigner en même temps. Et puis à la fin, je continue donc mes études de médecine chinoise à l'université en Chine. Ensuite, en fait, les enseignements sont très anciens. C'est-à-dire que la voie taoïste, c'est quelque chose qui est vraiment porteur d'une énergie ancestrale. Il y a comme un courant, c'est-à-dire comme une rivière, comme un fleuve d'enseignement auquel a été contribué des vies et des vies et des vies et des vies. En fait, il y a des maîtres, il y a des vies entières, il y a énormément de maîtres qui ont reversé toute leur énergie dans ce courant, par beaucoup de recherches déjà, donc de pratiques sur leur propre vie, sur leur propre être, sur leur propre transformation, leur propre sublimation, et aussi au bénéfice de tous les autres êtres. Et en fait, cette énergie accumulée, ça devient le courant taoïste. Et ce courant taoïste, il a évidemment une force qui est bien supérieure à une toute petite vie d'une seule personne comme la mienne, mais qui du coup, il va traverser toutes les personnes qui veulent se mettre dedans, se pencher dedans, mais en fonction de sa propre volition. Et en fonction de sa propre fréquence, pour pouvoir continuer à bénéficier à tous les êtres, de façon naturelle. D'accord. Et donc tout l'art, c'est de réussir à suivre le flot de la rivière taoïste. Oui, à s'ouvrir, à retrouver, je pense, tout l'art, c'est d'être en harmonie avec soi-même, de se laisser être soi-même,
de laisser sa propre fréquence originelle rayonner en fait. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir.